Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce colloque de philosophie de la cosmologie. Après 2 reports de date et dans des conditions qui sont malheureusement qui ne sont pas idéales. Nous remercions des organismes sans lesquels ces journées n'auraient pas pu se tenir. L'IMERA d'abord, qui nous reçoit pendant les 2 premières journées et qui nous fournit un important soutien logistique. L'Université du temps libre, qui nous accueille pour la journée grand public, qui malheureusement se fera donc en distanciel. Le laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui nous a soutenus financièrement. Le laboratoire de philosophie Centre Gilles Gaston Granger, qui porte le projet avec l'aide précieuse de ses gestionnaires. Et merci à Gaël Quelin, qui est notre référent passe sanitaire. Alors pourquoi avoir proposé une série d'interventions sur la philosophie de la cosmologie? Il y a des raisons de fond qui touchent au statut actuel du discours cosmologique, et il y a des raisons plus conjoncturelles. Pour ce qui est des raisons de fond, nous en avons parlé dans notre micro-argumentaire, dans les documents. La cosmologie est une discipline en pleine effervescence, alors qu'avant Einstein, elle était une discipline en sommeil, dont les productions restaient relativement marginales. Elle est aujourd'hui une discipline florissante, si on s'en tient en tout cas à la quantité des publications, des nouvelles hypothèses cosmologiques qui naissent chaque année, et à la place occupée par la cosmologie dans les congrès des physiciens. De grandes thématiques cosmologiques se sont ouvertes depuis quelques décennies, la matière noire, l'énergie noire, les limites du modèle cosmologique standard, la quête des origines des structures matérielles, etc. Pourtant, du point de vue de ses fondements, la cosmologie reste une discipline fragile, posant des problèmes épistémologiques très sérieux et qui lui sont propres, lui donnant une place particulière au sein de la physique contemporaine. En ce qui concerne les grandes objections de fond des philosophes quant à la possibilité d'un discours scientifique sur la totalité du monde, on peut dire que la cosmologie contemporaine s'est déployée sans s'en soucier outre mesure. C'est le fonctionnement normal de la science que de se déployer sans attendre de savoir répondre aux objections des sceptiques. Du côté des philosophes, la question des fondements de la cosmologie a été un sujet relativement mineur de la production du XXe siècle par rapport à d'autres thématiques, même si on doit saluer évidemment des travaux rares mais de très grande qualité, comme ceux en France de Jacques Merleau-Ponty, pour n'en citer qu'un. Il reste cependant que la question de fond reste sans réponse. L'effervescence de la cosmologie contemporaine est-elle le signe d'une arrivée à maturité d'une discipline au cours du XXe siècle, de cette discipline, ou bien est-ce au contraire le signe d'une discipline encore relativement jeune et chancelante? À côté de ces questions de fond, donc, il y avait quelques conjonctures locales ou non qui nous ont invités à programmer ces journées initialement pour 2020. D'abord, localement, un certain regain d'intérêt au sein du laboratoire de philosophie pour les questions cosmologiques, avec le début du travail doctoral de Simon Ben sur l'histoire et l'épistémologie de la matière noire, le lancement d'un travail éditorial de publication critique des écrits cosmologiques d'Hermann Weyl, enfin d'autres activités du centre qui prolongent la longue tradition à Aix-en-Provence concernant l'épistémologie et la philosophie de l'espace. Indépendamment de ces circonstances du côté des philosophes, est-il besoin de rappeler que Marseille est un des centres majeurs en France pour la recherche en physique théorique, en astrophysique et en cosmologie. Mais il y avait d'autres occasions non locales, et je pense ici notamment à la publication imminente de la monographie de Gauvin-Lecomte-Chevillard, qui s'intitule « Histoire d'une science impossible, cosmologie et épistémologie de 1917 à nos jours », qui sera présentée, pour ainsi dire, en avant-première lors de la journée de samedi. Donc il me semble qu'il est rare que soit publié un tel ouvrage ambitieux sur les questions épistémologiques posées par la cosmologie de ces dernières décennies, dans un esprit qui croise réflexion philosophique et une réflexion philosophique avec une connaissance en profondeur de certains pans contemporains de la cosmologie. Bien, alors notre colloque porte un titre, Philosophie de la cosmologie, qui serait d'une ambition démesurée si son but était de faire le point sur l'état actuel de ce champ de connaissances. Ce n'est évidemment pas notre propos. Nous n'allons traiter que de quelques problématiques limitées, lesquelles sont annoncées par les titres de nos sections sur les documents. Pour traiter de philosophie de la cosmologie, il nous a semblé important de convoquer plusieurs disciplines. Alors, l'histoire et la philosophie de la cosmologie, évidemment, la physique théorique, cela va encore de soi, mais aussi l'astrophysique dans sa dimension plus observationnelle, notamment grâce au partenariat avec le LAM, Laboratoire d'astrophysique de Marseille.
Enfin, plus étonnant à première vue peut-être, nous avons invité un artiste, Eric Arnald Burchi. La place d'un artiste à un colloque de philosophie de la cosmologie n'a rien de surprenant si l'on réfléchit à la place importante jouée par l'imaginaire en ce qui concerne la place de la cosmologie dans la culture, que cela soit la culture contemporaine, nourrie de cosmologie post-relativiste, ou que cela soit la culture des siècles passés. La cosmologie, on le sait, a des racines philosophiques et une filiation avec la métaphysique des siècles passés. Que cette filiation soit avouée ou non, qu'elle soit reniée ou assumée. En tant que telle, elle est un domaine où le pouvoir séducteur des images est particulièrement fort et dangereux. C'est de ce pouvoir des images que le philosophe français Gaston Bachelard nous a prévenus de nous méfier. Quand le contenu scientifique se métamorphose en images ou en métaphores verbales, il risque toujours de s'entretisser avec le mythe. À tout moment, le discours qui gravite autour de la recherche scientifique à propos des objets et des concepts de la cosmologie est tenté de produire des images qui dépassent le propos de la science, menacent de faire irruption. Motivés par divers penchants de la nature humaine qui relèvent de la curiosité ou de la soif de transgression des limites de notre pouvoir de connaître. Toujours dans une perspective bachelardienne, de telles images séductrices perturbent la froide et sèche rationalité nécessaire à la perfection de la physique mathématique. C'est pourquoi en cosmologie, et en particulier dans cette cosmologie sombre dont nous allons parler ce matin, le mythe a tendance à vouloir s'entretisser avec la science et demande aux philosophes des sciences et aux physiciens de collaborer pour dénicher ces images trompeuses qui peuvent altérer le message théorique. Mais en même temps, ces images transgressives, liées à une libido cognoscendi sans mesure, sont sans doute aussi, paradoxalement, un des moteurs qui poussent en avant la découverte en physique et en cosmologie, et amènent à s'aventurer dans de nouveaux champs théoriques. Et là aussi, Bachelard, le philosophe à deux visages, épistémologue et poète, nous rejoindrait sans doute dans l'affirmation d'une posture ambiguë envers l'image cosmologique, tout à la fois obstacle épistémologique, moteur heuristique et inspiration poétique, pour nourrir un imaginaire parascientifique dont la puissance esthétique est immense. Les arts libérés de l'ascèse esthétique, demandée par la science, peuvent à volonté déployer, explorer et métamorphoser cet imaginaire cosmologique. Je laisserai donc à l'artiste Eric Arnald Burchi le soin de préciser tout cela. J'en viens maintenant à la session de ce matin. La cosmologie sombre. C'est un titre non seulement curieux, mais c'est un titre qui est peut-être épistémologiquement suspect. En proposant cet intitulé de cosmologie sombre, nous pensions à ces entités qui peuplent la cosmologie et l'astrophysique contemporaine, et que l'on désigne par une expression connotant l'idée d'obscurité, de noirceur, de sombre. On pense en premier lieu à la matière noire, à l'énergie noire, au trou noir, etc. Or, en dehors de la proximité superficielle de leur dénomination, ces objets partagent-ils bien quelque chose de plus profond, du point de vue de leur nature ou de leur mode d'apparition dans l'histoire de la discipline? Ranger matière noire, énergie noire, trou noir dans une même catégorie objectale pour en faire l'histoire ou la critique philosophique, n'est-ce pas se payer de mots? Ne serait-ce pas qu'un amalgame irraisonné qui s'attache superficiellement à un vocabulaire imagé et dont les pouvoirs évocateurs, auréolés de mystère, charment la curiosité des amateurs de sciences? Bref, face à la catégorie objet sombre, le physicien et le philosophe répondront en chœur « Évitons l'amalgame grossier et le pouvoir séducteur des mots ». Le trou noir est un objet localisé, relativement rare, qui surgit dans la théorie dès lors que l'on cherche à concilier le caractère limité des vitesses physiques avec l'existence d'une vitesse minimale d'échappement d'un champ de gravité. Le trou noir est pour ainsi dire l'objet gravitationnel limite duquel rien ne peut plus s'échapper, et pas même la lumière. La matière noire n'a a priori pas grand-chose à voir avec la précédente catégorie. Elle désigne non pas un objet localisé, mais au contraire une matière abondante dans le cosmos, mais difficile à détecter, sans doute présente en périphérie de chaque galaxie, et dont l'existence a été postulée au cours de l'histoire de l'astrophysique et de la cosmologie du XXe siècle, afin de résoudre des problèmes de conflit entre prédiction théorique et observation. Donc, contrairement au trou noir, cela n'a donc pas été d'abord un objet théorique, mais plutôt un intrus qui s'est invité dans l'ontologie de la nature en réaction à des mesures observationnelles inattendues qui mettaient en difficulté la théorie. Quant à l'énergie noire, elle n'a à son tour a priori pas grand-chose à voir avec les deux catégories physiques précédentes. Elle est, pour le dire vite, une forme de matérialisation, pour ne pas dire d'hypostase,
de ce qui n'est resté longtemps qu'un artefact mathématique, la fameuse constante cosmologique, qu'Einstein avait dû introduire en 1917 pour satisfaire ses ambitions théoriques. Au final, donc, vous voyez que les dits objets noirs ou objets sombres n'ont pas grand rapport entre eux pour un physicien. Et encore une fois, le physicien renchérirait sans doute, le philosophe renchérirait sans doute sur le physicien, en soulignant que l'amalgame de toutes ces entités en une catégorie commune, les objets sombres, proposés comme thématique pour la session de ce matin, relève peut-être d'une facilité séduisante à collecter ensemble un certain nombre de sujets qui font les gros titres des ouvrages de vulgarisation scientifique. Car ces objets ne sont pas seulement des thématiques sérieuses de la recherche contemporaine, comme nous le verrons dans les conférences de ce matin, mais ce sont également des thématiques propres à alimenter un imaginaire scientifique séduit par leurs aspects exotiques, mystérieux et grandioses. Le champ lexical de la noirceur, de l'obscurité, possède toujours cette double signification sur laquelle jouent la science et la littérature parascientifique. Le noir au sens propre renvoie à l'absence ou à la faiblesse de lumière émise par ces objets, mais le noir au sens figuré, c'est évidemment le symbole de notre ignorance. Une partie de la fascination de la littérature pour ces objets sombres ne viendrait-elle pas alors de l'imaginaire projeté sur ces objets, à la frontière entre connu et inconnu? Alors qu'avons-nous à répondre aux physiciens et aux philosophes qui voudraient contester la légitimité et l'intérêt d'une telle thématique, la cosmologie sombre? Nous répondrons d'abord que malgré le fait que ces objets nécessitent d'être traités indépendamment les uns des autres, ils sont cependant tous, au même titre, des symptômes d'un événement récent, épistémologiquement crucial, à savoir que nous sommes entrés dans une époque où les entités, en un sens inobservable ou difficilement observable, occupent une place de plus en plus importante dans l'ontologie de la nature et dans les discours explicatifs de nos théories. Alors certes, l'adoption dans l'explication scientifique de la nature d'entités inobservables est aussi vieille que la philosophie de la nature elle-même. On pourrait remonter jusqu'au présocratique, mais contentons-nous ici d'évoquer comment, dans le De Natura Rerum, Lucrèce invoquait les atomes, ces entités inobservables, comme des réquisites rationnels pour comprendre les phénomènes les plus ordinaires que nous avons sous les yeux, le linge qui sèche ou la statue qui s'érode. Ce n'est donc pas l'inobservabilité à elle toute seule qui fait la particularité du statut épistémologique des objets sombres de la cosmologie. Mais on doit remarquer deux choses. Premièrement, que les entités inobservables invoquées par les astrophysiciens ou par l'astrophysicien ou le cosmologue n'ont pas pour fonction d'expliquer, comme les atomes de Lucrèce et d'Épicure, directement des phénomènes accessibles à notre sphère perceptive à un niveau pré-scientifique. Plutôt, les objets sombres de la cosmologie sont des entités théoriques qui ne sont qu'un maillon éloigné d'une chaîne de construction théorique qui ne se rattache que très immédiatement à notre expérience première du monde. Ainsi, même quelqu'un comme Hermann Weyl, le grand mathématicien et philosophe allemand, pourtant extrêmement attaché à la nécessité de maintenir un lien entre les constructions de la science et le socle intuitif de la subjectivité, reconnaissait que la physique du XXe siècle pose un problème aigu pour les théoriciens de la connaissance, parce qu'elle nous propose une vision du monde qui, je cite, « nous éloigne toujours davantage de la compréhension intuitive. Le temps semble maintenant venu où la dernière corde qui rattachait la physique à la rive phénoménale est rompue. » Fin de citation. Ainsi, la longue chaîne des intermédiaires, dans la construction théorique très stratifiée de la physique contemporaine, donne une tournure épistémologique toute particulière aux entités inobservables. En raison des médiations nombreuses et du caractère partiellement holiste du processus de vérification expérimentale de la physique théorique, un objet comme la matière noire peut donner l'impression de n'être qu'une entité qui sert de bouc émissaire à tout problème de corrélation entre nos attentes théoriques et l'observation. Le caractère potentiellement plastique du concept même de matière noire, permis par le caractère très indirect de son accès épistémique, semble en faire un fusible parfait que l'on peut faire sauter et changer par un autre légèrement différent ou réajusté dès que le système de la mécanique céleste ou de la cosmologie contemporaine s'enraye. La suspicion épistémologique est donc grande envers ces entités, ce qui ne veut pas dire qu'on doit d'entrée les refuser ou les dédaigner, mais cela veut plutôt dire qu'il faut se mettre au travail et analyser en profondeur les arguments qui président à leur introduction dans la physique contemporaine.
Alors, ce que j'ai dit à l'instant sur le caractère très média des rapports entre entités théoriques inobservables et le socle de l'expérience vaut évidemment en grande partie pour toute la physique du XXe siècle, pas seulement pour la cosmologie, et pas seulement pour la cosmologie sombre. Mais dans ce dernier cas, le problème épistémologique me semble prendre une tournure encore plus pressante dans la mesure même où l'astronomie et l'astrophysique, sur lesquelles tente de s'édifier la cosmologie contemporaine, sont des disciplines observationnelles. En disant cela, je pense à la distinction traditionnelle en épistémologie entre des disciplines observationnelles et des disciplines expérimentales au sein des sciences de la nature. Dans une discipline expérimentale, on peut manipuler les paramètres des objets que l'on étudie, en laboratoire notamment. Dans une discipline observationnelle, nous sommes au contraire dans une posture épistémique relativement plus passive, où le contrôle expérimental n'est guère permis et où l'observateur est à la merci des variations des conditions d'observation que la nature veut bien lui prodiguer. Ainsi, l'atome d'Épicure, qui sert à comprendre directement les phénomènes familiers, ou l'atome de Bohr ou de Rutherford, dont le lien avec l'expérience ordinaire est plus médiat, ont en tout cas en commun d'avoir l'avantage d'être des objets possibles d'investigation expérimentale. Il n'en est sans doute pas de même des objets sombres de la cosmologie, qui sont paradoxalement ces entités inobservables d'une science fondamentalement observationnelle. Ce paradoxe, donc, d'être des entités inobservables d'une science fondamentalement observationnelle, résume donc leur statut épistémologique particulièrement délicat. C'est donc un tour de force de l'astrophysique et de la cosmologie contemporaine que de déployer des arguments rationnels ou observationnels en partie pour défendre une place pour ces entités sombres dans l'ontologie de la physique contemporaine.